Salut la compagnie, ici Marco, et aujourd'hui on va parler du chapitre numéro 84 de Dragon Ball Super. Et avec ce chapitre-là, franchement, je ne sais plus quoi penser de DBS parce que il va vraiment y avoir des moments que je vais détester et d'autres que je vais surkiffer. C'est vraiment le chapitre de l'ascenseur émotionnel où je passe du ça y est, je suis dégoûté, j'arrête de lire Dragon Ball Super à putain, c'est trop bien, vivement qu'il est l'animé. Et je vais commencer par ce qui fâche parce que clairement, les 10 ou 12 premières pages, c'est une purge. Une purge. Littéralement, il y a juste rien qui va à mes yeux. Alors, je suis prêt à en débattre, parce que je comprends tout à fait qu'il y a un souci d'interprétation, et que si ça se trouve, vous avez interprété les choses différemment, et si c'est le cas, je vous invite à me le dire dans la zone commentaire, parce que je suis très intéressé de connaître votre avis là-dessus, mais tous les dialogues qu'il va y avoir, toutes les informations qu'ils vont nous donner en voulant se servir de prétexte de nostalgie et de fanservice, c'est dégueulasse, parce que non seulement c'est du fanservice nul, mais en plus de ça, c'est du fanservice qui détruit la licence que l'on connaît et les passages que l'on a kiffés. Rien qu'au début, la première phrase de Goku, je crois que c'est « Je n'avais pas complètement confiance en mon pouvoir ». Mais comment c'est possible ? Comment c'est possible pour n'importe qui a regardé Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, même Dragon Ball GT, bon c'est pas canon mais on s'en fout, et à chaque fois, on sentait une véritable sérénité de la part de Goku. Rappelez-vous, le Goku qui arrive sur Namek, est-ce que vous avez l'impression que ce Goku-là n'a pas confiance en son pouvoir ? Rappelez-vous, le Goku qui fait la leçon pour le SSJ 3 à Boo et à Babidi. Est-ce que vous avez l'impression qu'il n'a pas confiance en son pouvoir ? Et le mec qui voulait affronter Jiren au tournoi du pouvoir, pareil. Et des moments comme ça, je pourrais en citer des dizaines. On a l'impression ici que l'auteur n'a jamais lu Dragon Ball pour dire ça. Alors que Gohan nous dit qu'il n'a pas pleinement confiance en son pouvoir. Ok, je veux bien. Mais Goku, non. Alors après, vous allez pouvoir essayer d'arranger ça en interprétant en disant que il fait référence à l'ultra instinct parce que c'est un pouvoir des anges, blablabla. Ok, je veux bien. Peut-être que c'est la traduction qui est abusée ou c'est moi qui interprète mal. Mais cette phrase-là, quand je l'ai lue, je l'ai vraiment lue dans le sens où, en fait, j'ai jamais eu confiance en mon potentiel, quoi. En gros, c'est comme ça que je le comprends. Et j'espère avoir tort et j'attends que vous me convainquiez en commentaire que j'ai tort parce que ça ne va pas du tout. Et s'il y avait que ça ? S'il y avait que ça qui n'allait pas. Le passage où Vegeta explique que c'est grâce au Dragon Ball que Raditz et Goku ont survécu, mais ça détruit tout ce que t'as lu dans Dragon Ball, parce que du coup, tous les passages, alors on va dire que, comme le veut, c'est par rapport au fait qu'ils aient une enfance heureuse et en bonne santé, on va dire que c'est jusqu'au moment où il affronte Piccolo Junior, Goku. Avant ça, c'est un enfant, on va dire qu'après, il est adulte, donc, pendant tout le début, Pilaf, Ruban Rouge, Tao Pai Pai, Piccolo et tous les autres adversaires qu'il a rencontrés pendant cette période-là, en fait, les dés étaient pipés. Ce que vous avez regardé, c'est une mise en scène, parce que, quoi qu'il arrive, avec ce chapitre de DBS, on t'explique qu'il n'y avait aucun risque pour Goku. C'est comme si aujourd'hui, tu lis Naruto, tu lis One Piece, tu lis Bleach, tu lis tout ce que tu veux, n'importe quel shonen neketsu, Demon Slayer par exemple, et tu dis, en fait, le héros ne pouvait jamais perdre, parce qu'il y avait une entité surnaturelle au-dessus qui avait le pouvoir et qui, quoi qu'il arrive, allait donner la victoire au héros. Eh ben, je suis désolé, mais ça me nique tout l'intérêt. Aujourd'hui, quand je vais revoir avec ma fille l'arc Piccolo Junior et Piccolo Daimao, je vais me dire, en fait, Goku, il prenait aucun risque, quoi. Alors on sait, les gentils vont gagner, c'est comme ça dans tous les shonen quasiment, donc c'était évident que Goku allait gagner ses combats. Mais maintenant, on t'explique que les victoires de Goku, il ne les doit pas à lui, il les doit au vœu de Bardock. Ça nique toute l'histoire. Sincèrement, ça nique toute l'histoire. Et c'est pour ça que je dis que ça va pas du tout. Déjà, je trouve le fanservice qu'il y a autour de Bardock ultra forcé, t'as vraiment l'impression qu'ils font ça genre vous avez vu les amis, les copains, on connaît Dragon Ball, on connaît, il y a Bardock, c'est le père de Goku, regardez, on a mis Bardock, regardez, il y a Bardock. C'est vraiment abusé de voir à quel point ils font le forcing et ils nous le mettent à toutes les sauces, avec un chapitre précédent qui était chiant comme la pluie, pour moi en tout cas, et puis d'autres, il y a eu aussi où on nous expliquait, regardez, Bardock, on attendait à ce qu'on ait la révélation sur comment il a battu Gaz, en fait la révélation c'est juste qu'il a pas abandonné. Voilà, c'est une bonne raison. Les enfants, si vous voulez gagner, il suffit de pas vouloir abandonner et ça passe quoi. Donc vraiment, ce passage-là n'allait pas du tout. Il y a juste un petit truc que j'ai vraiment bien aimé, c'est le fait que Vegeta, qui depuis le début du chapitre, enfin depuis le début de l'arc même, explique que
il considère son héritage de Saiyan comme un poids qui lui fait du mal. Parce qu'il dit, voilà, les Saiyans ont perpétré des choses assez abominables. Moi, je suis un Saiyan, donc en fait, j'ai presque honte d'être un Saiyan, puisque je dois supporter tous les péchés de mon peuple. Soit dit en passant, ça fait bizarre, parce que même à l'époque, il avait l'air de s'en battre les couilles des Saiyans. Je veux dire, rappelez-vous, quand il arrive sur Terre et que on apprend que Gohan est plus fort et que du coup les hybrides Saiyans humains sont plus balèzes, n'a pas lui dit, bah tu vas aller sur Terre, on va engrosser plein de nanas, on se fait une armée de Saiyans, et de Saiyans hybrides, et avec ça on domine l'univers. Et Vegeta dit non, c'est une menace, je vais tout seul à la tête. Il s'en bat les couilles du fait que tous les Saiyans aient été détruits. Et même dans DBS, quand on leur apprend, rappelez-vous dans le film Broly, quand on leur apprend que la planète Vegeta a été détruite, Vegeta, ils font pas en larmes. Il s'en bat les couilles. Donc c'est vrai que voir qu'aujourd'hui, il est à fond dans ses origines, c'est un petit peu chelou, mais au moins ce passage-là permet de faire un petit peu la transition et de passer du Vegeta qui porte tout le poids de son peuple à, en fait, sois juste fier de tes origines, et c'est tout. Après, avec le speech un petit peu débile de la part de Monato qui t'explique pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire être fier de ses origines, blablabla, c'était pas très intéressant. Au passage, petite parenthèse quand même, Monato, les Dragon Ball, je vais les appeler les couilles parce que c'est ces deux petites boules, les Dragon Ball de cette planète-là, mais ces Dragon Ball, elles sont ultra pétées. Je me rappelle qu'on nous avait expliqué que les Dragon Ball avaient un pouvoir proportionnel à celui qui les avait créés. Monato, c'est pas un combattant, c'est pas un guérisseur non plus hors pair, on l'a bien vu, hein, il met 3 plombs à guérir quelqu'un, et pourtant, il a les Dragon Ball qui sont les plus pétés de la Terre, de l'univers, pardon. Même les Super Dragon Ball sont peut-être moins bien. Le mec, tu peux faire le vœu d'être plus fort que n'importe qui dans l'univers. Ça passe, et maintenant tu peux même demander un pouvoir d'immortalité, parce que clairement, ce qu'a souhaité Bardock, c'est que pendant les 15-20 premières années de la vie de Goku et de Raditz, il soit immortel. C'est littéralement ça. Du coup, en fait, bah, tu veux gagner le combat contre Gaz, c'est pas dur, tu récupères les 2 Dragon Ball, et tu dis, je veux gagner 100% des combats que je ferai dans les 1000 années qui viennent. Et voilà, c'est fini. Tu peux être une sous-merde qui sait pas te battre, tu vas gagner contre Gaz, c'est plié. Vraiment, ces Dragon Ball là, quand tu sais que ce putain de scénario a été fait par 3 personnes, à la fois c'est Toriyama Toyotaro et l'éditeur de Dragon Ball qui se sont mis dans une salle et qui ont commencé à réfléchir, mais en fait t'as l'impression que c'est un putain de sketch, ils se sont racontés des blagues de cul, c'est pas possible. Tu peux pas nous pondre un scénario aussi crappy en ayant dit avant, ouais, on a beaucoup réfléchi pour essayer de faire en sorte que la tournure des événements soit cool, qu'il y ait un scénario beaucoup plus complexe que l'on a eu avant. Je pense sincèrement que c'est le pire scénario en termes de cohérence de tout Dragon Ball Super. Et c'est inquiétant de se dire que c'est le scénario sur lequel ils ont le plus travaillé. Bon, je rappelle quand même que ça, c'est 20-25% du chapitre. Hein. Au bout de la page 12 ou 13, un truc comme ça s'arrête. Donc finalement, je gueule sur une minorité de pages. Mais c'est quand même important de le dire parce que j'ai vraiment l'impression que le scénario, ils le foutent en l'air. Et non seulement ils foutent le scénario en l'air, mais en plus, il balance des petites informations qui foutent en l'air le scénario de Dragon Ball originel. Et ça va pas du tout. Mention spéciale quand même, hein, au passage où Monato, il recrée, alors c'est rigolo parce que juste avant, on a Goku et Vegeta qui disent « Oh là là, la fierté des Saiyans, mes origines, tout ça, c'est trop bien ». Monato leur donne, leur met la tenue de Saiyan et là ils font « Ah, c'est dégueulasse, qu'est-ce que c'est, j'en veux pas ». Il y a 2 secondes, t'avais dit que t'étais fier d'être un Saiyan et maintenant on te file la tenue des Saiyans et t'en veux pas. Tu sens vraiment que il a posé là histoire de montrer dans les cases que tu allais avoir. Regardez, ils ont la tenue des Saiyans. Regardez encore, c'est comme les Saiyans, c'est pareil qu'avant. Regardez, on se souvient de vous, on connaît Dragon Ball, on a vu ça. Vraiment, c'est dommage que, encore une fois, tu nous fournis 45 pages par mois et dans 45 pages, tu nous fous des trucs comme ça. Ça aurait pu être rigolo et ça l'a pas été sur ce passage-là. Donc il y a des gens qui vont bander sec parce que oui, on voit Goku et Vegeta avec la tenue de Saiyan, donc c'est cool, mais c'est vraiment juste de l'anecdotique posée là et, pour ainsi dire, inutile. Mais heureusement après, on a 30 pages master class. Ce combat qu'on a eu, cette synergie qu'il y a entre Goku et Vegeta, elle est juste énorme. Franchement, j'ai rien à dire. La dernière fois que j'ai apprécié autant un combat, je pense, c'était à l'époque de Vegeta contre Goku, à l'époque où il avait eu le Majin, vous savez. Il y avait une vraie chorégraphie de combat, et là, je crois que c'est une des premières fois dans Dragon Ball, tout court, Dragon Ball Super, tout ce que vous voulez, que je vois un 2v1 où il y a une véritable chorégraphie, où on voit Vegeta qui charge, qui se prend un coup, ou Gaz qui esquive, derrière Goku en profite pour attaquer, etc. Vegeta fait une attaque pour
occuper Gaz, et à ce moment-là, Goku qui était en galère, il fait le TP instantané pour arriver à côté de Vegeta et l'aider à balancer sa boule de ki. Enfin, la boule de ki, c'est la boule de dieu de la destruction, mais vous avez compris l'idée. Franchement, je pourrais passer 5 minutes à vous parler de chacune des planches que je trouve vraiment réussi. Les passages où on voit Goku et Vegeta qui chargent ensemble, les effets miroirs où on a une case où on voit Goku, une case où on voit Vegeta comme ça, qui chargent tous les deux Gaz, les moments, enfin les expressions du visage des personnages quand Vegeta est vénère en Ultra Instinct, quand Goku se prend un coup dans le bide avec l'expression un peu horrifiée de « Oh, vraiment, j'ai pris cher », j'ai beaucoup aimé, et le petit clin d'œil avec ce troll sur les noms des transformations, où il y a la nana qui est avec Gaz et compagnie, qui dit « Oh là là, la transformation de Goku, c'est... » Alors, c'est pas Ultra Instinct qu'il utilise, c'est genre le super pouvoir instinct, ou un truc comme ça, je sais plus le nom qu'il donne, mais c'est très rigolo de l'avoir déformé un petit peu les noms des transformations, une sorte de façon de s'auto-moquer des multiples transformations dans Dragon Ball. J'ai trouvé ça vraiment sympa, et puis comme j'ai dit, ce combat. Les gens peuvent gueuler en disant « Ouais, il n'y a pas d'impact dans DBS », je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, ce que j'ai vu là, ce combat-là, il était vraiment excellent. De la chorégraphie de combat, un 2v1, c'est assez rare qu'il y ait de la chorégraphie comme ça en 2v1. Il y avait de l'impact. Alors évidemment, Vegeta il traverse pas des planètes ou la Lune quand il se fait taper dessus, mais il y avait de l'impact quand même. Et puis on voit la patte de Toyotaro qui a vraiment réussi à s'affirmer dans ses dessins et qui prouve que oui, il s'inspire de Dragon Ball, il s'inspire de Toriyama, le boss, le sensei, on est d'accord, mais quand je vois des dessins aujourd'hui de Dragon Ball Super, je suis capable de dire ça, c'est pas Toriyama qui a dessiné, c'est Toyotaro. Et c'est pas un truc négatif, parce que oui, Toriyama c'est un maître et les dessins de Dragon Ball Z sont une référence encore aujourd'hui. Vraiment, c'est un des meilleurs dessinateurs que j'ai pu voir, mais Toyotaro, eh ben, il a réussi à s'adapter, à prendre la patte Toriyama et à ajouter sa petite touche perso, et dans les dessins qui sont faits, je trouve qu'ils sont extrêmement réussis. Donc vraiment là-dessus, chapeau Toyotaro. À chacune des pages, à chacune des cases, je me suis dit, putain, en animé, ça va déchirer. Et c'est pour ça que je suis frustré, parce que je me rends compte que dans ce chapitre-là, on a typiquement ce qui va pas dans DBS, c'est que il y a des trucs qui vont bien, là typiquement les combats je trouve qu'ils sont très réussis, et il y a des trucs qui vont pas, et dès qu'ils veulent essayer d'aller en profondeur, de balancer du fanservice et tout, j'ai vraiment l'impression qu'ils ne maîtrisent pas l'œuvre Dragon Ball Super. Pourtant j'ai pas l'impression que les codes de DB sont difficiles à cerner et à comprendre, mais j'ai l'impression qu'ils n'y arrivent pas. Et vraiment c'est quelque chose de frustrant, parce que je sens que Dragon Ball Super ne pourra jamais décoller. Alors on le voit, hein, c'est le 86e chapitre et je suis toujours pas transcendé par ce que je vois, mais mine de rien, je trouve que ça empire malgré tout. Là, il y a eu quand même du mieux, parce qu'il y a eu énormément de belles pages, mais comme j'ai dit, le fait de ruiner la licence originelle avec les réflexions de Goku, les réflexions de Vegeta sur la fierté Saiyan et tout ça, les Dragon Ball qui font vraiment du grand n'importe quoi avec celle de Monato, vraiment ça casse un peu le chapitre qui est vraiment énorme sur les 2/3 ou les 3/4 de ce qu'il propose, mais le dernier quart, il fait tellement mal. Il fait tellement mal que je peux pas sortir du chapitre en étant satisfait. Je suis heureux de la fin, et ça finit vraiment avec Vegeta qui part de sa badassitude et qui va affronter seul Gaz. Vraiment là, je suis aux anges et j'ai hâte de voir ça, mais c'est vrai que je peux pas m'empêcher de me sortir de la tête les 10 premières pages avec la discussion de Goku, de Vegeta, de Monato, qui ne va pas du tout. Donc au final, vous l'aurez compris, à mes yeux, c'est un chapitre qui est en dents de scie, qui apporte du très 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 positif, mais du très très négatif au milieu. J'attends que vous me donniez votre avis sur tout ça. J'aurais pu passer des heures à vous parler, comme j'ai dit, de chacune des cases d'action qui étaient vraiment très réussies, mais je pense qu'on va juste s'accorder à dire que là, c'était du beau Toyotaro, il est vraiment très doué pour faire des scènes de combat. N'en déplaise aux détracteurs de DBS qui veulent trouver tous les moyens possibles de dire du mal de DBS alors que t'as pas besoin de tirer sur l'ambulance. Il y a plein de raisons de dire du mal de DBS, t'as pas besoin d'aller chercher les qualités et les transformer en défauts, hein, voilà. DBS, les combats qui sont faits, notamment celui-là, étaient très réussis, mais c'est le début qui pêchait, pardon. On va s'arrêter là parce que je radote un petit peu, donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, donnez-moi votre avis, puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là, eh ben je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!